de la présidente de la CNIL qui gérait les questions d'éthique du numérique à la CNIL et une maîtresse de conférence en psychologie, Marie Danet. Et juste voilà, pour que vous sachiez tout, Coloris fait dorénavant partie de l'entreprise Tralalaire parce qu'elle a été rachetée en janvier dernier par cette autre entreprise de l'économie sociale et solidaire aussi qui opère Internet sans crainte, que vous connaissez peut-être, le CFR Internet Day, qui est donc ce grand programme national et européen de sensibilisation des jeunes aux questions des écrans. Alors moi-même, je suis donc Amélia Matar, je suis entrepreneure, autrice, j'ai cofondé Coloris. Depuis janvier 2025, donc depuis que mon entreprise a été rachetée par Tralalaire, je suis directrice de programme chez Tralalaire. Et voilà, par ailleurs, j'ai aussi une activité de publication. J'ai publié plusieurs ouvrages autour de ce qu'on fait avec Coloris, un roman. Et j'anime tous les matins Questions d'éducation sur France Info. Voilà, si vous voulez me retrouver dimanche matin à 7h54 ou en replay. Alors, au programme de ce webinaire, ce que je vous propose, c'est donc de découvrir cet outil qu'on a développé qui s'appelle la fresque des écrans dans sa globalité, de faire un focus sur la toute première partie de la fresque, le lot 1, que vous pourrez utiliser en classe, qui sera mis à votre disposition gratuitement, et puis une session de questions-réponses, voilà, pour que je puisse répondre à vos éventuelles questions sur tous ces sujets. Alors, la fresque des écrans, c'est avant tout un atelier d'intelligence collective. Et vraiment, ce mot collective est important parce que l'idée, c'est pas d'être dans une passation d'informations descendantes, voilà, avec des injonctions qui seraient proposées aux participants et notamment aux jeunes, mais plus d'être dans un échange. Et c'est inspiré de la fresque du climat que vous connaissez probablement. Je ne sais pas si vous avez déjà vous-même participé à une fresque, mais le principe est le même, à savoir un jeu de cartes qui permet de comprendre un sujet complexe en mettant en harmonie les différentes notions de ce sujet. Et donc là, avec la fresque des écrans, on va permettre aux jeunes, donc dès le CM1, CM2, mais aussi collège, lycée, on a des fresques adultes très régulièrement, à tous les participants de prendre conscience des enjeux de la numérisation de notre société et de se responsabiliser sur ses usages. Donc, il y a un format pour les 11-18 ans qui est un peu plus court, un format adulte qui dure 3 heures. On intervient régulièrement au sein des collèges, lycées avec un S, il manque un S, parce qu'on n'intervient pas que dans un seul lycée. Médiathèque, lieu d'accueil du public, où on est régulièrement aussi sollicité par les centres sociaux, etc. Et on forme régulièrement des enseignants à la fresque des écrans et on sait qu'elle est utilisée dans des matières comme le SVT, le MC, l'histoire, le MI, le français, par aussi des enseignants documentalistes. En technologie et en EDD, parce qu'il y a une carte notamment sur tout ce qui est impact écologique du numérique. Ce qui me permet de faire une parenthèse par rapport à cette question d'écologie. La fresque des écrans se distingue d'une autre fresque qui est aussi assez connue, qui s'appelle la fresque du numérique et qui, elle, vraiment est sur la question de l'impact écologique du numérique. C'est une fresque amie qu'on recommande chaudement, qui est vraiment très bien faite. Mais voilà, la fresque des écrans, il y a une carte sur l'écologie, mais c'est beaucoup plus sur les questions de contenu, d'usage du numérique que sur l'impact écologique en tant que tel. Alors, je vous propose une petite vidéo qui permet de voir concrètement la fresque. Alors, je vais m'assurer que la vidéo... alors... Tac, tac, tac. Il faut que j'arrête de partager mon écran et je partage la vidéo à la place. Tac. L'écran est un atelier d'intelligence collective inspiré de la fresque du climat et destiné aux ados et aux adultes, permettant à tous de prendre conscience des grands enjeux du numérique. La fresque des écrans, c'est 6 à 8 ados ou adultes autour d'un paperboard et 75 cartes pour reprendre le pouvoir sur les écrans. Je vais vous proposer une série d'affirmations et vous vous déplacerez d'un bout à l'autre en fonction de la véracité de cette information pour vous. Après avoir questionné de manière ludique notre consommation d'écran, les participants vont d'abord se saisir des impacts du numérique sur l'individu, sur son corps, sur ses émotions et sur ses interactions avec les autres. Les contenus que nous regardons sur les écrans peuvent nous créer des émotions intenses, allant du plaisir à court terme, l'excitation au dégoût, la colère ou l'anxiété. C'est ce mélange confus d'émotions qui favorise les addictions. Donc on est en plein dans les émotions. Et du coup, ça joue aussi sur nos relations, forcément.
La fresque se poursuit sur des aspects plus techniques pour comprendre avec des mots simples comment sont construites les applications, quelles sont les logiques économiques du numérique et quels sont les effets pervers de ces choix. Si c'est gratuit, c'est où le produit? Sur Internet, notre attention est une ressource précieuse. Plus nous restons engagés, plus on peut nous influencer et nous diffuser de la publicité. Donc on est totalement comme toi, je pense, dans les gros effets pervers, hein, ces cartes sont assez proches. On est totalement dans le modèle économique, donc jamais à la frontière des deux. Pour finir cette première partie, chacun prend conscience des grands domaines concernés par les usages inappropriés pour se projeter concrètement sur les impacts collectifs et le vivre ensemble. Et si on leur dit par exemple qu'ils doivent arrêter aujourd'hui, là maintenant tout de suite, ça va être hyper dur. Par exemple, quand tu éteins ton téléphone, la vidéo est toujours en lecture. Et des fois, tu l'éteins, tu ne te rends pas compte que c'est en lecture. La deuxième partie de l'atelier consiste à reprendre le pouvoir. Car il ne s'agit pas de diaboliser les écrans, ils font partie de nos vies. Et à vrai dire, ils peuvent être de précieux alliés si l'on parvient à réguler nos pratiques. Pour cela, les participants sont invités à classer leurs usages sur une grande matrice en 2 axes. J'ai envie, je n'ai pas envie. C'est futile, c'est utile. Bien sûr, il n'y a pas de vérité toute faite. Chacun est libre d'apprécier ses propres habitudes. L'objectif est avant tout de créer une intelligence collective, des discussions, des réflexions et du débat. Moi, la dernière fois, je vois une maman qui accompagne son fils à l'école, elle lui tient la main, et elle est sur son portable comme ça, en marchant, et il essaye de lui parler, de lui raconter quelque chose. Ouais. Et je vois qu'elle est sur son portable, et c'est vrai que pour moi, c'est des choses qui me marquent, où je me dis, comment on fait quand on est un enfant pour rivaliser avec le portable? La fresque se termine par la découverte de cartes actions. Chacun choisit les actions qui lui parlent pour contrecarrer les usages qu'il ou elle souhaite mieux contrôler. Et pour conclure la fresque et se dire au revoir, les participants repartent avec une petite surprise. En résumé, c'est surtout un atelier ludique, fluide, ponctué de jeux et de pauses créativité. Il s'agit avant tout de passer un bon moment, de comprendre sans culpabiliser et de repartir avec une vision claire des actions à mener dans son quotidien pour faire du numérique un outil et non un problème. Alors, voilà la petite vidéo et je retourne sur ma présentation. Hop, et je poursuis, si ça veut bien. Donc voilà, vraiment, ce qui nous a guidés dans la création de cette fresque, c'est 3 grands principes. La simplicité, parce que on trouve qu'on est quand même aujourd'hui dans un monde très complexe et on avait envie d'apporter une solution simple, claire, voilà, un jeu de cartes, rien de plus simple. Le dialogue, comme je disais tout à l'heure, on pense que c'est vraiment dans le dialogue que peut se créer l'engagement et pas du tout dans la moralisation ou la diabolisation des écrans qui, au contraire, braquent bien souvent les adolescents ou les jeunes adultes. Et la convivialité, on pense que voilà, de passer un bon moment, c'est aussi ce qui permet d'apprendre le mieux. Et donc, on est assez convaincus que plus ce sera chaleureux et convivial, plus les participants seront sensibilisés. Alors, je vous le disais, c'est un atelier qui a été élaboré par 2 personnes notamment. Enfin, il y avait plein de personnes, mais elles 2 ont vraiment porté le projet. Donc, Juliette, qui est l'ancienne conseillère de la présidente de la CNIL, qui pendant 3 ans a mené des réflexions au sein de cette institution sur l'éthique du numérique. Et Marie Danet, qui est docteure en psychologie du développement. Et on a vraiment voulu faire attention à la véracité scientifique des informations qui sont partagées dans cette fresque des écrans. Vous le savez probablement, la question du numérique, des écrans, de l'éducation numérique est quand même souvent sujet à beaucoup de débats, de polémiques. Et donc, on avait envie d'être le plus objectif possible sur la question et voilà, surtout ne pas désinformer à travers ce jeu. Alors, voilà à quoi ressemble la première partie de la fresque des écrans, ce que vous avez pu voir un petit peu dans la vidéo. Donc, vous aurez accès gratuitement à ce premier lot qui est très intéressant et qui permet aux participants de s'interroger sur l'impact du numérique, sur 3 notions qui nous ont paru fondamentales quand on parle d'impact du numérique. Le corps, donc concrètement, qu'est-ce que la science nous dit de l'impact des écrans sur voilà, notre physique, notre santé physique, les émotions et les relations. Et ensuite, les autres lots vont aborder des questions plus sociétales. Donc, la deuxième partie, on va
parler de la question de la cathologie d'économie de l'attention à travers les designs, comment les applications sont designées pour effectivement faire qu'on ait envie d'y rester le plus longtemps possible ou d'y retourner trop souvent parfois. Le modèle économique, comment ces plateformes s'enrichissent finalement à travers cette attention qui nous est prise. Et les effets pervers, donc des conséquences qui n'auraient pas été forcément anticipées par les plateformes, mais qu'on observe dans notre société. Donc là, on va voir tout ce qui est infobésité, viralité, voilà, ce genre de choses. Ensuite, on va aborder la question du numérique plus largement dans notre société à travers la question des réseaux sociaux, des algorithmes et de l'intelligence artificielle, des jeux vidéo et plus largement du numérique en général, où on va pouvoir parler là d'enjeux écologiques, d'enjeux aussi de fractures numériques et de vie privée. Donc ça, c'est une première partie qui permet vraiment de dresser un tableau complet. Donc là, voilà, c'est un peu plus en détail. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de chacune des cartes, mais c'est peut-être pour que vous puissiez voir un peu plus en détail. Donc, de toute façon, on va revenir sur les premières cartes, le premier lot. Mais donc, voilà, après, tout ce qui est économie de l'attention, on va vraiment rentrer dans le détail de qu'est-ce que c'est une donnée personnelle, comment elles sont exploitées, comment les applications sont designées, tout ce qui est scroll infini, système de récompense, etc. Les effets pervers, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, tout ce qui est contenu viraux, infobésité, tout ce qui est bulles de filtre aussi qui enferment dans des bulles de pensée, donc dans des opinions qui ont du mal à s'ouvrir à des opinions un peu contraires. Et tout ce qui est effectivement impact du numérique dans nos réseaux sociaux à travers la désinformation, le cyberharcèlement, tout ce qui est biais algorithmique aussi. On sait que les algorithmes reproduisent les inégalités de la société à travers des données qui sont parfois biaisées. Donc voilà, c'est tous ces sujets qu'on va pouvoir aborder à travers ces cartes. Et l'enjeu pour les élèves, ça va vraiment être de réussir à savoir dans quel cercle placer chacune des cartes. Et pour les élèves un peu plus grands, on peut même simplement tracer les cercles et ne pas écrire le titre des cercles et les inviter à essayer de titrer eux-mêmes les différents cercles. Donc voilà, ça fait un exercice qui est assez intéressant, qui crée plein de conversations, plein de débats. Et en deuxième partie, on va pousser les participants à s'interroger sur leur pratique numérique. Et là, c'est un petit peu différent de ce que vous avez vu dans la vidéo parce que effectivement, on avait fait évoluer cette partie pour tout vous dire. Parce que là, on en est à plus de 1500 participants maintenant. Et il était souvent remonté que la fresque paraissait trop sombre et ne valorisait pas suffisamment les aspects positifs du numérique, alors que ce n'était pas du tout notre objectif et qu'on est assez convaincu chez Coloris qu'effectivement, il y a des aspects positifs à un usage régulé des écrans. Et donc, on a voulu entendre ces retours de terrain. Et maintenant, du coup, cette partie de fresque, on a différents usages qui sont proposés aux participants. Et les participants doivent trouver pour chacun d'eux une tension positive et une tension négative. Et donc, on voit bien que les usages en tant que tels ne signifient rien. C'est vraiment, est-ce qu'on est dans une forme d'excès, d'abus, ou est-ce qu'on est dans un moment de partage? Est-ce que c'est limité? Est-ce que, tout part du cadre et de l'accompagnement qui est mis en place autour de ces usages et pas de l'usage en tant que tel. Donc là, aujourd'hui, maintenant, les participants sont vraiment invités à s'interroger sur cette ambivalence propre au numérique. Et ensuite, on leur propose une série d'actions. Donc là, on en voit quelques-unes, mais en réalité, il y en a plus de 30, sur lesquelles, collectivement, ils vont s'engager avec les autres participants. Ils vont dire aux autres participants, voilà, moi, effectivement, j'ai choisi dorénavant de plutôt m'accorder des temps sans écran le mercredi midi, ou j'ai choisi, effectivement, que certaines pièces de chez moi soient des pièces dépourvues d'écran. Enfin, voilà, il y a plein d'actions possibles que les participants peuvent prendre et sur lesquels ils peuvent s'engager. Et à la fin, pour ceux et celles qui le souhaitent, on leur propose de coller un sticker sur leur téléphone pour que, à chaque fois qu'ils prennent leur téléphone, ils puissent se remémorer effectivement ce moment et ces engagements qu'ils ont pris. Donc aujourd'hui, juste pour information, on forme à l'intégralité de cette fresque à travers une formation qui a lieu en ligne, qui dure 6 heures, qui permet du coup effectivement de déployer l'intégralité de la fresque. Et qui est adossé effectivement à l'achat des cartes, des stickers, avec un petit conducteur aussi qui permet de savoir exactement comment présenter la fresque, qui est une synthèse de la formation sous forme de petits guides. Cette fresque, on a vérifié récemment comment elle fonctionnait avec une étude qu'on a menée avec le laboratoire Psytech de l'Université de Lille.
On a été voir d'abord si elle satisfaisait les participants et notamment les enfants. Donc là, ce qu'on a mesuré, c'est plusieurs critères sur 2 classes de CM2 et 2 classes de 5e. Donc c'était en tout 56 élèves qui étaient encadrés par 3 psychologues scolaires. Bon, il s'avère qu'au niveau de la satisfaction, voilà, c'est très positif. Les enfants apprécient beaucoup la fresque et ils la recommandent massivement à leurs camarades. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils déclarent, alors c'est du déclaratif, hein, avec des questionnaires pré-post-test, donc des questionnaires avant, puis des questionnaires après avoir participé à la fresque. Ils déclarent tout de même, pour beaucoup d'entre eux, avoir diminué leur temps d'écran. Et notamment le sentiment de passer moins de temps devant les écrans après l'atelier. Ils disent avoir une meilleure compréhension de tout ce qui est intelligence artificielle et technoférence. Technoférence, une notion qu'on va aborder dans le lot 1, vous allez voir tout de suite après. Et les enfants disent aussi avoir une meilleure confiance voilà, sur leurs usages numériques et ils rapportent que effectivement ils se sentent plus à l'aise dans l'usage des écrans. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils sont 67% à dire qu'ils partagent ce qu'ils ont acquis avec leur famille. Et c'est aussi un des enjeux hyper importants, fondamental même de l'éducation au numérique, c'est de réussir à faire que les générations continuent le dialogue, puissent se parler, pour que les générations responsables, donc les adultes, puissent intervenir auprès des enfants, le cas échéant, voilà, quand ils sont confrontés à de la désinformation ou à des contenus inappropriés ou voilà, pire. On pense qu'effectivement, ce dialogue est hyper important et on est très content du coup que l'outil puisse permettre ce dialogue avec les parents. Voilà, bon, quelques chiffres clés sur la fresque, on en est un peu plus maintenant que 1300, mais voilà, c'est un outil qui essaime pas mal parce que c'est un outil qui est quand même assez récent. Et puis là, je vous ai mis quelques photos de voilà, ce que ça donne une fresque, parce qu'en fait, chaque lot est ponctué de pauses créativité où on va proposer aux enfants de dessiner autour des différentes cartes de manière à ce qu'ils puissent aussi faire une petite pause et puis voilà, laisser libre cours à leur créativité. Donc voilà, j'ai mis quelques photos pour que vous puissiez voir ce que donne concrètement une fresque. Et ensuite, on va pouvoir passer au lot 1 que vous pourrez donc télécharger gratuitement. Enfin, il suffira d'envoyer un petit mail à Coloris pour qu'on vous en fasse part. Donc, le lot 1, c'est vraiment un lot qui va être centré sur l'individu. On a choisi véritablement de commencer par ça dans la fresque parce que, initialement, cet outil s'adressait plutôt aux jeunes ados, adolescents. Et on sait que c'est des moments de vie où il y a un retour sur soi, voilà, une focale assez importante sur sa personne en construction. Et donc, on s'est dit que ce serait intéressant de commencer vraiment par soi pour après ouvrir voilà, sur la société, sur l'économie d'attention, sur des problématiques plus larges. Mais ce premier lot, c'est vraiment l'individu en tant que tel. Et on commence, avant de jouer avec les cartes, on commence par un petit exercice que vous pouvez faire, je pense, aisément en classe, qu'on a appelé l'écran-o-mètre, qui est vraiment super sympa à faire pour l'avoir fait plusieurs fois. Ben là, on me voit le faire et les élèves s'y prêtent vraiment et ça permet, je trouve, de visualiser concrètement nos usages du numérique et aussi les différences entre les différentes personnes sur ces usages. Et donc, les participants vont se voir proposer une série d'affirmations et vont devoir se déplacer d'un bout à l'autre de la salle en fonction de la véracité de cette information pour eux. Et donc, on va encourager ensuite les participants à expliquer pourquoi ils se sont placés à tel endroit. Et donc, les questions qu'on va leur poser, c'est combien de temps avez-vous consommé d'écran cette semaine? À gauche, 0 minutes, à droite, plus de 32 heures. Et là, on les invite si c'est adéquat, s'ils ont l'autorisation à regarder sur leur téléphone, mais enfin bien souvent ils n'ont pas besoin de leur téléphone pour avoir conscience qu'ils consomment beaucoup d'écran. Est-ce qu'ils regardent les écrans avant de se coucher? À gauche toujours, à droite jamais. Est-ce que je regarde les écrans dès le réveil? Est-ce que je regarde les écrans quand je suis à table? Est-ce que je regarde les écrans quand je suis avec mes amis? Et est-ce que je ressens le besoin de réduire mon utilisation des écrans, mais que je trouve ça difficile? On peut inventer d'autres affirmations et c'est vraiment un jeu introductif qui fonctionne très bien. Alors ensuite, dans le lot 1, donc je disais, on a réparti les cartes en 3 grandes aires, le corps, les émotions, les relations.
Et les participants vont devoir donc déposer les cartes sur les différents cercles qui leur paraissent adéquats. Donc la première carte, c'est sommeil perturbé. Et on a vraiment choisi à dessein cette première carte sur le sommeil, parce que véritablement là-dessus, il y a un consensus scientifique indéniable. Personne ne remet en cause le fait que les écrans émettent une lumière qui effectivement perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, et que voilà, les études montrent que 31% des 11-18 ans se réveillent ou restent éveillés du fait d'un écran. Et on sait que ce sommeil, eh ben, c'est le pilier de la santé, et que quand il est mauvais, quand il est altéré, il va y avoir des conséquences sur plein d'aspects de la vie de l'adolescent, sur sa cognition, sur sa santé mentale. Et donc, ça nous a paru vraiment important de rappeler que la première chose à protéger d'une exposition inadéquate des écrans, c'est notre sommeil, à nos enfants comme à nous d'ailleurs. Donc voilà. Première carte, le sommeil. Deuxième carte, la sédentarité. On sait aussi, effectivement, parfois les temps d'écran excessifs viennent grignoter de temps d'activité physique. Et aujourd'hui, on observe, ça pareil, la science est assez d'accord, de plus en plus de surpoids, en particulier chez les enfants. Et donc, il y a une vigilance vraiment à avoir sur cet aspect. Les problèmes oculaires, pareil, ne font pas du tout débat. On sait qu'une utilisation prolongée des écrans impacte la vue et affecte le développement normal des yeux chez les enfants, chez les adolescents. On voit vraiment des épidémies de myopie. Certains pays se sont vraiment saisis de la question avec beaucoup de sérieux en termes de politique globale de santé. Voilà, c'est aussi un aspect qu'on a souhaité mettre en avant, qui est dont on parle moins, mais qui pourtant est aussi important. Et ensuite, on passe donc à l'ère des émotions, où là, c'est une ère où c'est un peu plus en controverse, en discussion, mais on a choisi des terminologies, des façons de présenter les choses de manière assez neutre. Donc, sur la diminution de la confiance en soi, on sait que pour certains adolescents qui présentent des vulnérabilités, l'utilisation des réseaux sociaux peut favoriser effectivement la diminution de la confiance en soi par le fait d'être dans une comparaison permanente, par le fait d'être confronté à des vies ou des images parfaites qui peuvent déstabiliser le jeune adolescent. On sait aussi que ces scrolls d'informations continues, non triées, font qu'on a une variation d'humeur qui est très importante. On va passer d'un contenu humoristique à un contenu dramatique, à un contenu sur la guerre, sur l'écologie, sur ses amis. Et tout ça va créer effectivement une variation d'émotions très intense et qui participe à créer de la confusion d'émotions et qui participe à développer des difficultés par rapport aux usages des écrans. Et bien évidemment, ce qu'on sait aussi et qui a un impact direct sur ce qu'on a choisi d'appeler les émotions, c'est l'exposition à des contenus inappropriés et choquants. Là, les chiffres sont quand même vertigineux. De très, très nombreux jeunes enfants, 11-12 ans, ont accès à des contenus pornographiques ou à des contenus de guerre qui sont absolument pas du tout adaptés à leur jeune âge, avec des conséquences directes, effectivement, sur l'impact émotionnel. Dernière grande ère sur laquelle on va travailler, c'est la question des relations. Là aussi, on sait aujourd'hui effectivement que le numérique a un impact direct sur la partie relationnelle, au premier rang duquel le fait d'être isolé, l'isolement qui vient du fait qu'on n'ose parfois plus nouer des relations dans la vie réelle parce qu'on est dans une sorte d'enfermement. Et encore une fois, beaucoup de scientifiques disent que c'est aussi bien souvent des jeunes qui ont au préalable des vulnérabilités qui sont exacerbées par certains usages numériques. Mais c'est vrai qu'à l'inverse, il se pose la problématique pour beaucoup de parents, ne pas être soi-même connecté, ne pas être dans le bon groupe WhatsApp ou sur le bon réseau social ou jouer aux jeux auxquels tout le monde joue, fait qu'on est aussi dans une forme d'isolement, ce qui est un peu la quadrature du cercle pour certains parents. Moi, ce que je crois beaucoup là-dessus, et je pense que l'école a un rôle à jouer, c'est qu'effectivement, de plus en plus, il va falloir s'organiser au niveau du groupe d'amis. Il y a des associations comme le Pacte Smartphone qui permettent effectivement aux parents de harmoniser leurs pratiques, de réfléchir ensemble à ce qu'il conviendrait ou non de faire au niveau du groupe d'amis, de manière à ce que personne ne soit ostracisé et que la décision soit appliquée de manière collective.
Les personnes mal intentionnées, pareil, c'est un aspect fondamental à aborder avec les jeunes. On sait qu'aujourd'hui, les cas de cyberpédocriminalité explosent avec des chiffres qui sont rapportés des services de police effarants, enfin vraiment des manœuvres criminelles de plus en plus élaborées, notamment avec l'intelligence artificielle pour piéger les enfants de plus en plus jeunes. Et notamment, mais pas que, mais notamment les filles. Et donc, voilà, pareil, c'est des aspects qu'on va aborder avec les enfants et sur lesquels, bien souvent, ils vont être amenés aussi à témoigner. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas du tout rare, c'est même, hélas, très courant. Et on croit vraiment qu'une éducation à ces sujets est probablement une des formes les plus efficaces pour endiguer tout ça et empêcher à ces phénomènes de se diffuser plus largement. Et dernier aspect qu'on traite dans ce lot, c'est la question de la technoférence, qui est vraiment un aspect essentiel, dont on parle de plus en plus, mais qui reste quand même encore assez méconnu. La technoférence, c'est quand la technologie interfère dans les relations sociales. Donc ça peut être dans les relations de couple, mais aussi évidemment dans les relations de famille ou dans les relations professionnelles, amicales, etc. C'est de plus en plus documenté et c'est notamment documenté en psychologie du développement de l'enfant parce que malheureusement, dans certains foyers, cette technoférence fait que le parent se détourne de l'enfant et notamment du bébé. Or, on le sait bien, le jeune bébé, même intra-utéro, a besoin de se sentir en connexion avec l'autre, a besoin d'interaction, a besoin d'un bain langagier très riche, a besoin voilà, de se sentir considéré par l'adulte qui s'occupe de lui. Et cette technoférence peut du coup venir avoir un impact assez dramatique sur son développement. Mais sans aller jusqu'à là, voilà, on sait, on observe, je pense, de tous des moments où on a le sentiment que notre interlocuteur n'est plus avec nous parce qu'effectivement, il a été happé par son téléphone. Et je pense que c'est important de prendre conscience aussi de cet aspect pour que nos pratiques soient plus régulées et permettre du coup aux jeunes voilà, d'être moins dans ces nuisances qui sont voilà, qui peuvent être vraiment gênantes pour eux, pour nous. Je pense que toute notre société a intérêt à réguler mieux cet aspect de la technologie. Donc voilà, ça c'était le lot 1 que vous pouvez utiliser en classe. Donc c'est une version allégée, gratuite de la fresque des écrans, mais qui permet une mise en œuvre vraiment très simple et très autonome par les enseignants. Comme je disais, c'est dès la fin du cycle 3, CM1, CM2, jusqu'au lycée. Je ne sais pas s'il y a des enseignants aussi de jeunes adultes, ça nous arrive très régulièrement de l'utiliser. L'objectif de ce premier lot, ça va vous permettre d'initier les élèves à une réflexion collective sur leurs usages numériques, de commencer quand même à développer leur esprit critique, leur autonomie et leur responsabilité, parce que voilà, nous, notre conviction par rapport à tout ça, c'est que le savoir, c'est le pouvoir et que du coup, d'avoir quand même accès et d'avoir conscience à ces différents impacts, sur eux, ça va amorcer une réflexion qui est intéressante. Nourrir les débats aussi. Nous, ce qu'on observe très souvent dans les fresques, c'est que effectivement, ça ouvre de très très longs débats. C'est pour ça qu'on est on est sur des fresques qui peuvent durer jusqu'à 3 heures. Normalement, c'est 2 heures avec les enfants, mais même avec les enfants, ça dure parfois beaucoup plus longtemps que ça. Donc, ce qu'on va vous fournir, c'est une sélection de cartes, les cartes que je viens de vous présenter, un guide pour animer une séance, alors pas d'1 heure et demie, 2 heures, je me suis trompée, mais je l'avais corrigé en dessous, mais j'ai oublié de le corriger ici, pardon, excusez-moi. Un guide qui va permettre d'animer une séance plutôt de 30-40 minutes. Ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de faire travailler les élèves en petits groupes, donc si possible de pouvoir imprimer les cartes en plusieurs exemplaires pour ensuite pouvoir faire des mises en commun à l'oral. Nous, ce qu'on utilise, c'est des feuilles de paperboard, les cartes imprimées, des feutres, voilà, comme vous l'avez vu, c'est aussi un dispositif où on invite les enfants et les jeunes à s'emparer de l'outil par le dessin. Donc, ça peut être aussi intéressant, pourquoi pas, de les inviter à dessiner pour ensuite afficher la fresque finalisée au tableau. Je l'ai dit, c'est donc du CM1 à la terminale. On a une version enfant de la fresque avec vraiment toutes les cartes que vous avez vues. On a repensé toutes les phrases
de manière à ce qu'elle soit beaucoup plus simple. Certains mots comme technoférence ont été supprimés parce qu'ils nous paraissaient trop difficiles pour des CM1. Donc, c'est pour les CM1, CM2, on a une version enfant qui est beaucoup plus simple, qu'on peut aussi vous mettre à disposition sans problème. Et voilà, c'est une activité qu'on pense assez adéquate pour s'intégrer dans un cours, mais aussi, pourquoi pas, dans des projets plus transversaux. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire sur la fresque. J'ai laissé un moment de questions-réponses. Je me suis dit que ce serait intéressant de pouvoir être plus en interaction avec vous que juste dans une démarche descendante, comme une fresque, quoi. Et donc là, voilà, si vous voulez recevoir le lot 1, donc il faut écrire à Lisa, qui est ma collègue, qui se chargera de vous l'envoyer. Très bien, merci beaucoup Amélia. C'était très clair. Il y a quelques questions effectivement dans le chat que je vais reprendre. Il y en a une qui porte sur la possibilité de faire cette fresque avec des publics éloignés du français ou de l'écrit ou un public en apprentissage du français. Oui, bah, très clairement, dans ce cas-là, ça peut être la version enfant. Je peux vous présenter le lot 1 de la version enfant si vous voulez voir les adaptations qu'on a proposées. Et oui, enfin, moi, par exemple, je l'ai plusieurs fois animé. Alors, c'est pas tout à fait les publics que vous décrivez, mais en classe SECPA. Donc, des publics qui ont des difficultés de lecture, voilà, pour lesquels c'est pas forcément évident. Et ça marche très, très bien. Et voilà, c'est des publics qui sont bien souvent, justement, avec des problématiques autour des écrans assez visibles. Alors, j'essaie de trouver... Hop. Est-ce que c'est la bonne version? J'espère. Oui, moi, je pense que c'est bon. Je vais pouvoir vous la partager. Juste pour que vous puissiez voir effectivement pour les plus jeunes ce que ça peut donner une version simplifiée. Hop. Voilà, donc on est sur des phrases qui sont plus courtes, des mots qui sont plus simples, quoi. Là, tout à l'heure, c'était problème oculaire, par exemple. Voilà. Émotions changeantes. Tout à l'heure, on parlait de variation d'humeur. Isolement, on a mis l'impression d'être seul. Voilà. Technoférence, on a parlé d'écran envahissant. Voilà. Et y aurait-il un équivalent de la fresque des écrans pour les tout petits, me demande Angélique, à partir de 4-5 ans? Alors, pour les tout petits, on a plein de choses chez Coloris, parce que c'était vraiment notre cœur de développement pédagogique depuis 2018. Donc, je pourrais passer un long moment à vous présenter ce qu'on fait, mais je vous invite à regarder, et notamment, on a un site de téléchargement gratuit. Je vais mettre le lien ici, coloris.fr, où, par exemple, il va y avoir une activité comme... les écrans, comment bien les utiliser. Alors, c'est plus un découpage, voilà, une espèce de ribambelle à faire en classe qui peut être très sympa et qui permet effectivement d'aborder cette question. Mais pareil, je vais partager mon écran, ça va être plus simple. Qui permet d'aborder la question, mais de manière beaucoup plus simple, parce que voilà, une fresque pour les petits, c'est vraiment compliqué. Et pour les petits, on a aussi le Cherche et Trouve des écrans, donc dès 5 ans, où les enfants vont être invités à identifier plein de scénarios, plein de scénettes d'utilisation de l'écran dans la vie de tous les jours et à s'exprimer sur le fait de est-ce que c'est utile, est-ce que c'est futile, sans correction. En fait, il n'y a pas de réponse toute faite. L'idée, c'est vraiment de les inviter à développer leur esprit critique, leur questionnement vis-à-vis du numérique. Donc voilà, pour les tout petits, je pense que c'est plus approprié que la fresque en tant que telle. Très bien. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Pour l'instant, on a répondu. Enfin, Amélie a répondu. Je crois que c'est à peu près tout. Oui, il y avait une petite question, mais tu as répondu sur les adaptations pour parler à un public plus éloigné du français ou de l'écrit. Voilà. Oui. Donc, là-dessus, on est quand même en expérimentation avec l'Université de Lille. Potentiellement, on développera une fresque en FALC.
donc français facile à lire et à comprendre. Mais pour l'instant, c'est en projet. Donc effectivement, pour des publics encore plus éloignés du français. Très bien. Si je vois que Christine est en train d'écrire, elle n'est pas la seule d'ailleurs. Peut-être d'autres questions à venir. En tout cas, pour l'instant, merci beaucoup Amélia. Je crois que c'était tellement clair que les questions ont toutes été... je ne sais pas si c'est très français, ont été répondues. Ça fait beaucoup de buzz à un moment donné, mais je crois que... Ah, voilà, pour être formé entièrement, quid du tarif avec les rectorats dans le cadre de la formation continue? Alors, oui, il y avait une question plus haut pour s'inscrire aux formations. Ok. Bah, sur les formations, la fresque des écrans, donc c'est une formation qui dure 6 heures, qui se passe en visio, animée en direct par notre formatrice. Voilà. Il y a plusieurs sessions qui sont programmées jusqu'à la fin de l'année. Le tarif pour voilà, les personnes sans particularité, qui viennent de n'importe quel secteur, c'est 400 € la formation et 54 € les cartes, le petit coffret que vous avez vu. Pour les enseignants, c'est 100 €. Donc, c'est un tarif qu'on a voulu vraiment bien moins important parce qu'on sait que c'est pas évident, mais voilà. Est-il possible d'acheter les cartes seulement? Oui, c'est fortement déconseillé parce que pour le coup, là, je vous ai présenté le lot 1, mais si vous voulez faire une fresque complète de 2-3 heures, on a quand même pensé tout un déroulé pédagogique qui mérite d'être voilà, compris et auquel il faut adhérer en amont. Le tarif peut-il être pris en charge par les administrations? Nous, on a régulièrement des lycées qui inscrivent des enseignants voilà, à la formation très, très régulièrement. Des mairies pour les primaires. Donc, visiblement, oui. La formation, oui, se déroule en ligne. Et il y a plusieurs dates sur notre site, donc Coloris, la fresque des écrans. Est-ce qu'il y a un tarif si nous sommes déjà animateurs de la fresque du numérique? Pourquoi pas? Enfin, généralement, en fait, c'est un outil qu'on a vraiment envie de partager le plus possible. Voilà, quand c'est des entreprises privées, on évite de faire des remises, mais quand c'est des particuliers, on le fait très régulièrement. Ce tarif est-il pris en charge par nos administrations, par un lycée, par exemple? Oui, encore une fois, oui, oui. Quelqu'un suggère aussi qu'il faudrait une inscription de groupe. On peut après organiser des séances dédiées. Ça nous est arrivé. Il y a un lycée, là encore, très récemment, à Clamart, qui a souhaité organiser une formation pour 15 profs. Et donc, du coup, c'était une séance dédiée à ce lycée. Alors, normalement, les groupes, c'est 9 personnes maximum en formation. 15 profs, on a fait 2 groupes, du coup, parce qu'effectivement, pendant la formation, vous allez faire une fresque en tant que participant. Et en ligne, plus que 9, c'est trop compliqué. Mais 9, ça fonctionne très bien. Bonne soirée, Gaëlle. Quel est le prix par groupe? Ça, franchement, écrivez à Lisa. Encore une fois, si c'est une structure publique, nous, on essaye de faire que ce soit le plus accessible possible. Donc, lisa @tralalaire.com. Non, c'est pas 100 € pour le groupe, par contre, ça c'est sûr. tralalaire.com. Je vois qu'il y a des gens qui écrivent encore. Oui. Voilà, je crois que
On a peut-être fait le tour des questions. Classe entière et comment s'organiser en petits groupes. Alors très franchement, effectivement, c'est pas un outil qui avait été conçu initialement pour des classes, mais on a de plus en plus de profs qui se sont saisis de l'outil. Il faut travailler en demi-groupe nécessairement parce qu'un groupe classe entière ou alors être dans une forme d'intervention collégiale, mais c'est vraiment très dommage parce que du coup, on perd l'aspect débat collectif. Et donc, merci beaucoup, Lucie. Et donc, voilà, c'est mieux effectivement de pouvoir conserver les moments d'échange. Et un atelier, un fresqueur pas trop expérimenté peut prendre 9 participants. Donc, en classe, c'est bien si on peut avoir un autre adulte référent ou alors mettre une partie de sa classe sur un travail et animer la fresque avec l'autre partie de la classe. Mais après, quand on commence à être aguerri en fresqueur, et c'est notamment le cas de la fresque du climat, la fresque du numérique, on peut prendre 2 groupes en parallèle, donc 9 et 9. Et du coup, naviguer sur les 2 groupes. Mais quand on débute, c'est moins évident, clairement. Si 3 heures nécessaires en demi-groupe, est-il possible de scinder en 2-3 séances? Oui, oui, très clairement. Et là encore récemment, j'ai échangé avec une enseignante qui s'est formée et en fait, elle s'est approprié l'outil. Elle l'utilise sur plusieurs heures. Elle l'a complètement découpé. Et voilà, elle l'intègre à son propre déroulé pédagogique, sa propre organisation. Donc oui, après, on peut tout à fait scinder. Je pense que c'est même bien de faire des pauses. Ça permet aux élèves voilà, de réfléchir entre les séances, de revenir avec des idées. Donc, ouais, très clairement, on peut effectivement scinder en plusieurs séances. Bon, peut-être arrivons-nous au bout des questions. Je crois. Je ne suis pas allée tout à fait au bout de l'heure, mais j'offre 14 minutes du coup de répit. C'est que c'était particulièrement clair. Ah, non, on a encore... Ah, le Padlet est génial. Ah oui, bah merci, je peux mettre à disposition effectivement le Padlet, c'est un bon point. Alors, le Padlet, c'est un endroit où on a réuni toutes les sources qu'on utilise dans la fresque. Enfin, alors déjà, il y a ce document qui est vraiment... Tac. Voilà, le document où on a vraiment mis toutes nos sources. Et après, le Padlet, c'est pas tout à fait la même chose. C'est plus sous format visuel. Tac. Hop. Avec tous les rapports, tous les articles de presse, le vocabulaire qu'on utilise. Voilà, on a effectivement essayé de réunir au même endroit pour les participants les infos. Avec plaisir. Je crois que ça va donner des idées à beaucoup de monde ce soir.